« 11 décembre 2003, 17h. Parking de la galerie commerciale du Terradou, à la sortie de Carpentras. Un homme âgé regagne son véhicule. Un autre homme masqué lui emboîte le pas. » La seule chose d'anormal dans l'histoire, c'est qu'il avait une cagoule. Il n'aurait pas eu de cagoule, je n'aurais jamais fait même attention à cette personne. Il s'est mis à courir quand il a été à environ 10 mètres de la personne âgée pour le rattraper et il a sorti une arme. Dans l'espace de 5-10 secondes, j'ai entendu 2 détonations, aperçu un canon de revolver. Lorsqu'il a relevé le bras pour viser, les gestes étaient très, très calmes, j'allais dire très doux même, d'une tranquillité absolue. Et là, j'ai vu une personne venir s'accroupir à côté de sa voiture et tomber sur le sol. Quelqu'un est venu, lui a fait le bouche à bouche. Il a commencé à lui prodiguer un massage cardiaque, mais bon, la personne est décédée dans ses bras. Il n'y avait absolument plus rien à faire. Il courait avec son arme à la main. Il ne s'est jamais retourné, mais comme j'avais crié « Arrêtez, arrêtez », je pense qu'il savait que j'étais derrière. Et puis subitement, j'ai pensé qu'il pouvait peut-être se retourner et me tirer dessus. Donc c'est ce qui m'a fait arrêter. L'une des 2 balles de gros calibre tirées par le mystérieux tueur cagoulé a atteint la victime en plein cœur. L'homme abattu sortait d'un sex shop situé au fond de la galerie. Il se nommait Guy Pourriel. C'était un retraité de 71 ans, domicilié à Cavaillon. Quand l'inspecteur m'a dit « Madame, on a assassiné votre mari », je dis « Non, mais pour quelle raison vous voulez qu'on assassine mon mari ?» Je dis « Mais c'est pas possible !» Je dis « Mais mon mari n'a jamais rien fait pour... » Et je ne lui connaissais pas d'ennemi. C'est même pas ce qui lui est arrivé, ni pour qui, ni pourquoi. C'est impensable, écoutez, quand même. Si vous aviez un frère à qui ça arrivait, vous voyez l'état dans lequel je suis. Je pense que vous savez de la même façon aussi dramatiquement peiné. Et ça fait 2 ans que c'est arrivé, 24 mois, j'arrive pas à m'en remettre. L'enquête est confiée à la police judiciaire. Plusieurs témoins décrivent le véhicule du tueur. Une fourgonnette blanche munie, comme les enquêteurs le découvriront, de fausses plaques d'immatriculation. Début février 2004, les policiers parviennent néanmoins à mettre un nom sur le propriétaire de la fourgonnette, Éric Zago. Le 6 février, lors d'un contrôle de routine près de Nîmes, des gendarmes remarquent la présence d'une fourgonnette blanche dissimulée derrière une haie. À côté du conducteur, ils découvrent un revolver 357 Magnum. Éric Zago est placé en garde à vue. Au bout de quelques heures, il reconnaît être l'auteur du crime. Il est mis en examen et écroué. Le procès s'ouvre le 13 mars 2006 devant la cour d'assises d'Avignon. 3 journées d'audience sont prévues. Éric Zago est poursuivi pour l'assassinat de Guy Pourriel. Michel Pourriel et sa fille Chantal, partie civile, sont assistés de maître Hélène Blanc. Fernand Zago et Gisèle Aure sont les parents d'Éric Zago. Ils ont divorcé lorsqu'Éric avait une dizaine d'années. Myriam et Richard sont leurs 2 autres enfants. L'accusé est défendu par maître Frédéric Bassompierre et par le bâtonnier Christian Bonenfant. Éric Zago a 36 ans. Il est détenu depuis 25 mois. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. L'accusation sera soutenue par Madame Ganoza,
substitut du procureur de la République. Les débats seront dirigés par Madame la Présidente Gay-Julien. En ce début d'audience, les jurés de la cour d'assises vont entendre les explications de l'accusé sur les faits qui lui sont reprochés. Ils pénètrent ainsi au cœur d'une véritable énigme criminelle et psychologique. En octobre 2003, après avoir acheté une arme, Éric Zago entreprend de retrouver la trace de Guy Pourriel. À plusieurs reprises, il surveille le domicile de Cavaillon où le retraité s'est installé avec sa troisième épouse et la fille de celle-ci. Puis, il entreprend pendant plusieurs semaines de suivre Guy Pourriel afin de repérer ses allées et venues et de connaître ses habitudes. C'est ainsi qu'il s'aperçoit que Pourriel se rend régulièrement à la galerie Terradou, à Carpentras, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Le 11 décembre, Éric Zago se dissimule au fond de la galerie, cagoulé et ganté. Quand Guy Pourriel sort et se dirige vers le parking, il le suit, puis le rattrape. 2 coups de feu claquent. Guy Pourriel s'effondre à terre. Zago quitte le parking en courant et longe la route nationale afin de récupérer son propre véhicule dissimulé au fond d'une impasse. Au volant, il reprend la nationale, direction Pernes-les-Fontaines, où il se perd dans la circulation. On lui reproche d'avoir commis un assassinat. Le fait lui-même n'est pas dénié. Le débat, c'est pourquoi, comment et dans quelles conditions. On est dans l'irrationnel. Il est vrai que rien a priori, quand l'on essaie de raisonner sainement, ne peut permettre d'expliquer le décès de cet homme. Après avoir examiné les faits, la Cour va maintenant s'attacher à la personnalité de la victime. Qui était Guy Pourriel et pourquoi est-il mort? Guy Pourriel était un personnage de Cavaillon. Il y avait dirigé plusieurs concessions automobiles et présidé le club local de rugby. À 71 ans, après plusieurs accidents de santé, il menait une vie paisible entre la pêche et la peinture. Guy Pourriel était un monsieur très particulier, très brusque, et qui avait aussi un caractère assez affirmé, mais qui était quand même quelqu'un de relativement sympathique. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, qui n'avait pas d'ennemis, il avait beaucoup de copains. Bon, c'est vrai qu'il a joué aux cartes, enfin, tout ça. Mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui méritait ce qui lui est arrivé. Pas du tout. Jusqu'en 1995, Guy Pourriel avait fréquenté régulièrement ce bar de Cavaillon, tenu par Fernand Zago, le père d'Éric. L'embuscade, c'est l'épicentre de l'affaire Zago. C'était un client que je voyais très rarement, notamment les dernières années où je ne le voyais plus du tout. C'est tout, c'était un client normal, mais avec lequel je n'avais pas comme avec d'autres, des bonnes relations amicales, ou enfin, vous voyez. Mais là, c'était la raideur même, quoi. Hein. Voilà, c'était Monsieur Pourriel. Bon, ça s'arrête là. En 1986, Éric Zago a 17 ans. Il travaille au bar de son père. Un jour, estimant qu'il tarde trop à le servir, Guy Pourriel l'apostrophe brutalement. « Petit, serre-moi un verre ou je te mets 2 gifles ». Éric s'exécute, mais cette scène qu'il ressentira toujours comme une humiliation publique changera le cours de sa vie. Car c'est de cette humiliation qu'il se vengera 17 ans plus tard en abattant Guy Pourriel qu'il n'avait jamais revu depuis. Je ne pouvais pas penser croire qu'on pouvait pendant 17 ans ruminer une vengeance comme ça.
pour une gifle, parce que finalement, c'était pas... Et une menace de gifle. Voilà, une menace de gifle, parce qu'à la limite, s'il n'avait pas fait de geste, bon, ça avait été une parole en l'air. Je pense que mon mari avait plus dit ça sur le moment de la colère, parce qu'il n'avait pas été servi, même pas de la colère, de lui dire, bon, ben, tu me sers ou... Et il a voulu se venger de cette humiliation, et malheureusement, bon, avec ce but... cet acte très très néfaste, mais ça a été pour lui une manière de se libérer. C'est vraiment dur ce que je peux dire, mais pour lui ça a été une libération. On le voit sourire, on le voit lever les yeux au ciel, on le voit être narquois, on le voit parler avec ses avocats et c'est extrêmement dur pour la partie civile. Il a dit que si on lui avait présenté des excuses, donc ça, peut-être qu'il aurait changé d'avis, mais comme il n'en a pas présenté, il a adopté une sanction plus sévère. Alors ça, c'était vraiment une sanction plus sévère. Donc c'est vraiment un justicier qui se fait justice à lui-même, il décide de donner une sanction. Je pense qu'il s'exprime parfaitement quand il dit « ce n'est pas l'homme que j'ai voulu tuer, j'ai voulu me débarrasser de l'humiliation qui était en moi, qui me hantait, qui était dans ma tête. » En cette fin de journée, les jurés sont déconcertés. Ils sont face à un accusé qui reconnaît un assassinat organisé comme un règlement de compte de tueur professionnel, mais qui revendique un mobile d'une futilité dérisoire. Cette deuxième journée sera le tournant du procès. Après avoir examiné les circonstances de l'assassinat, la Cour va se pencher sur la personnalité énigmatique d'Éric Zago. Les jurés espèrent parvenir à comprendre ce qui a pu se passer dans la tête d'un homme capable d'attendre sa vengeance en la ruminant pendant 17 ans. Vous avez l'habitude, hein? Vous avez l'habitude. Oui, mieux pas. Hein? Prendre l'habitude. Oh, on peut venir. Oh, je sais. Les premiers témoins entendus ce matin seront les proches d'Éric Zago, notamment son père. Fernand Zago, ancien joueur de rugby, plusieurs fois international, a le verbe haut et il dirige sa vie, comme son bar, à l'ancienne. La relation d'Éric Zago avec son père, c'est la première clé d'explication de l'affaire Zago. On sent qu'Éric avait une certaine ambivalence par rapport à l'amour qu'il pouvait apporter à mon père. Il aime mon père, il le vénère même par rapport à ce que mon père a été, à ce qu'il est pour lui, mais il n'acceptait pas du tout la manière dont il avait été élevé, c'est-à-dire de manière très rigide, dans une relation où mon père détenait la vérité à ce moment-là et on ne pouvait pas lui parler. Et quand il rentrait, il n'y avait pas de communication et de dialogue à la maison. Et je pense qu'Éric en a beaucoup, beaucoup souffert. Il était un petit peu instable, quoi.
n'étant pas souvent à l'heure. Alors ça, il savait que j'avais horreur de ça et que un client, il n'attend pas. Un client, lorsque le rideau est levé, là, hop, il rentre, il veut boire, il veut être servi, vite fait, enfin, etc. Parce qu'il y avait énormément de monde à l'époque. Et puis voilà, quoi. Alors ça, il y a eu un peu des heurts, quoi. Verbaux. Évidemment, ils ne sont restés que verbaux. Mais il n'avait pas très très bien saisi sa mission, quoi. Mais je crois qu'ils n'ont jamais été trop sur la même longueur d'onde. Mais je crois qu'Éric avait vraiment besoin de son père. Il avait besoin que son père se rapproche de lui. Et son père, je pense, est très très orgueilleux aussi. Et il n'a pas voulu céder. Il n'a pas voulu lui céder. Alors que, bon voilà, c'est son gosse, quoi. Mais bon, tout ça sans jugement. Je crois qu'il attendait. Il attendait un geste vers lui. Il attendait qu'on lui dise « Tu es important, on a besoin de toi ». J'ai voulu enseigner une certaine conduite, une certaine discrétion à mes enfants. Mais ça si vous voulez, cette discrétion que j'ai voulu, je sais pas, naturellement, mais sans calculer, leur inculquer, mais jamais j'ai voulu les brider, ni quoi que ce soit. C'est ça on mélange un peu tout, là. On mélange un peu tout. Vous savez, la politique du coup de pied au cul, si vous permettez l'expression, elle n'était pas si mauvaise que ça. À la barre, les parents Zago ont fait chacun leur mea culpa. Le père est passé à côté de l'éducation de son fils. La mère, avant son divorce, était sous la coupe de son mari. C'est comme nous, des choses comme ça. C'est venu un peu sur ce terrain-là. C'est venu un peu sur ce terrain-là que vous n'avez peut-être pas su faire en part au poids du père. Ça a été là-dessus. C'est pareil, c'est pas un constat. C'est un constat qui explique comment il peut en arriver là. M. Zago père, il a fait œuvre de remise en question dans la mesure où il est venu confesser publiquement ce qu'il pensait sincèrement au fond de son cœur, mais de venir affronter une salle d'audience pour dire à 65 ans que vous avez raté l'éducation de vos enfants et de vous sentir coupable de la situation dans laquelle son fils est aujourd'hui, c'est quand même le signe d'une remise en question, sachant le tempérament brut de décoffrage quand même de M. Fernand Zago. Au milieu des années 90, Éric Zago sort avec une jeune fille, Anne. Le couple se sépare alors que la jeune femme est enceinte d'un petit garçon, Julien. Conscient de la fragilité psychologique d'Éric, Anne et sa famille empêchent le père de voir son fils. Pour Éric Zago, c'est un nouvel et terrible échec. Lorsque Julien est arrivé, Éric en était fou de bonheur. Mais de nouveau échec parce que Éric a fui son rôle de père. Bon, pour plusieurs raisons, je pense, mais il n'a pas assumé. Et lorsqu'il a voulu après retrouver son fils, Anne avait un petit peu peur de ses retrouvailles. Et à chaque fois qu'Éric a voulu récupérer son fils, le revoir, on lui a défendu. Donc de nouveau un échec. Éric s'est enfermé pendant 1 an dans une chambre au-dessus du bar de mon père. Et là, a vécu comme un reclus, mais vraiment dans un état pitoyable au niveau physique et moral. Quand j'allais le voir, il me disait qu'il était en reconstruction, qu'il voulait se désintoxiquer tout seul, de tout, tabac, alcool, drogue, ce qu'il a réussi à faire au bout d'1 an, mais de manière très très solitaire. Il ne parlait vraiment à personne. Il était vraiment dans un état pitoyable, ne sortant que la nuit, marchant pieds nus la nuit et s'enfermant le jour.
Il n'allait pas dire je suis mal, parce qu'il avait assez d'orgueil pour pas le pointer du doigt. Mais la chose qui le touchait le plus, c'était l'absence de son fils, quoi, le manque de son fils. Ça a été la période où les 8 mois que j'ai partagé avec lui, après qu'il ait quitté le travail avec son père, ça a été ça, quoi. Ça a été le truc récurrent. La chose récurrente, c'était le besoin d'éduquer Julien, le besoin d'être auprès de lui, le manque, cette situation où il maîtrisait plus rien, où il avait été coupé de cette relation, et ça, il le vivait très mal, quoi. Il supportait pas d'avoir été un peu mis sur la touche, et en plus, il avait un besoin très précis d'éducation, quoi. Il avait vraiment besoin d'éduquer ce petit garçon. Commence alors pour Éric Zago une longue période d'instabilité et d'errance. Il va de ville en ville, ressassant ses échecs et son malaise. Il retourne épisodiquement chez l'un ou l'autre de ses parents où il reste prostré durant des semaines. En 2003, il semble se reprendre en main. Il prend un appartement à Avignon et monte une petite entreprise de ramonage. Mais un nouvel échec le ramènera dans le Gard, chez sa grand-mère, d'où il organisera la mort de Guy Pourriel. Éric s'est laissé enfermer dans cette solitude et dans ce sentiment d'être persécuté, en fait, et d'être toujours sur la défensive. Éric était toujours sur la défensive. Quand on lui parlait, on faisait très attention à ce qu'il disait parce que le moindre mot était interprété. Et pour nous, on a toujours eu beaucoup d'amour pour lui, on a toujours essayé de l'aider, mais lui ne le percevait pas du tout comme ça. Ouais, les années 76. Oui, c'est difficile, c'est très difficile. Il est arrogant, c'est ça qui est difficile. C'est de supporter ce type en face, là, sa gueule de le voir regarder en l'air comme s'il était un spectacle. Il s'emmerde à la limite, on ne sait même pas pourquoi il est là. Il ne serait pas là, ça serait pareil. Et nous, on doit le regarder, là, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Mais comme ça, on les enferme, on ne parle plus, et on les met au fond d'un trou. Qui vivent comme il a vécu pendant un an, là, en autarcie complète, avec sa combinaison de ski, qui ne se lave pas, qui ne se rase pas, qui pue. Voilà, il n'a qu'à vivre comme ça, il mérite que ça d'abord. Je pense qu'aujourd'hui, en toute sincérité, que la Cour commence un petit peu à découvrir effectivement et être interpellée par le comportement, par les propos d'Éric Zago. Donc j'espère que déjà peuvent arriver à mettre des sensations, des impressions sur le comportement d'Éric Zago. Les psychiatres, qu'est-ce qu'ils vont faire cet après-midi? Ils vont nous expliquer au travers d'une science médicale, la psychiatrie, parce que ça relève de la médecine, quelle est la maladie, le trouble dont il peut être atteint, quelles sont les conséquences de ce trouble sur sa responsabilité pénale, sur sa culpabilité. Durant sa détention, Éric Zago a été examiné à 3 reprises par des psychiatres. Il a longuement raconté comment il ne pouvait interpréter les échecs de sa vie qu'à travers le prisme de l'humiliation subie à 17 ans. Les experts ont conclu qu'il souffrait depuis longtemps d'un grave trouble du comportement. Ce trouble, c'est la deuxième clé de l'affaire Zago. Ce qui m'a intéressé, c'est l'apparition progressive dans son discours du dévoilement d'un délire paranoïaque tout à fait typique, c'est-à-dire un délire construit à partir d'un postulat ou d'une vérité de départ fausse, délirante, et à partir de cette vérité va se développer un délire d'interprétation qui va petit à petit envahir toute la vie du sujet. Et ça, c'est vraiment le cas princeps dans la psychiatrie des délires paranoïaques.
Ce qu'il dit, lui, c'est que cette insulte, ce jour-là, il n'a pas pu y répondre. Il a été un petit peu sidéré, ce dont il se reproche, et qu'il a vécu ça comme, ces termes exacts, c'est « il m'a levé le respect ». Et par la suite, ce manque de respect, cette ablation à l'âge de 17 ans du respect, fait que tous les événements de sa vie vont être interprétés en fonction de ce manque initial de respect. On a posé la question, pourquoi a-t-il attendu 17 ans pour passer à l'acte? Il me semblait que, bon, d'une part, il y a tout ce qu'on peut ne pas savoir sur l'évolution d'un délire paranoïaque. Ça se développe en des années, il y a des éléments de la vie qui viennent l'enrichir. Mais il me semblait que le fait qu'il ait passé à l'acte à ce moment-là, c'est parce qu'il est dans ce conflit avec ses beaux-parents au sujet de sa place, lui, de père vis-à-vis de son fils. Et que c'était peut-être une manière d'essayer de récupérer le respect qu'il jugeait indispensable pour que son fils ne connaisse pas les mêmes troubles que lui a connus. Enfin, les mêmes troubles, c'est-à-dire les mêmes difficultés de vie. Si moi, je ne récupère pas le respect, comment je peux élever mon fils de la manière dont je n'ai pas été élevé moi? Pas voulu le tuer, il va le flinguer mais il ne veut pas le tuer. Les proches de Guy Pourriel vivent mal les explications des psychiatres. Ils ont le sentiment que l'on cherche à l'accuser des circonstances atténuantes et que le procès est en train de leur échapper. Éric Zago a la position suivante. J'admets que j'ai une personnalité perturbée. J'admets que je suis dans l'irrationnel, à savoir, on ne tue pas un homme parce qu'il m'a menacé de 2 gifles alors que j'avais 17 ans. Je l'admets quand j'en parle sereinement. Mais, dit-il, ce n'est pas cela le débat. Le débat, c'est que j'ai en moi un cancer que j'appelle l'humiliation et que, à un moment donné, je veux éradiquer. Et systématiquement se superposent à cet instant, très vraisemblablement, 2 visages. Le père et Pourriel. Il l'a dit au débat, sur question de la présidente. Il était hors de question que je tue mon père. Ou que je tue l'humiliation à travers l'image du père. Donc je tue l'humiliation à travers l'image de Pourriel, parce que Pourriel a participé grandement à cette humiliation. Si les psychiatres sont à peu près d'accord sur le diagnostic, ils ne le sont pas du tout sur les conséquences pénales. Ils vont s'affronter devant la cour d'assises. Pour 2 d'entre eux, dont le docteur Pandelon, Éric Zago doit bénéficier de l'irresponsabilité pénale reconnue par l'article 122.1, alinéa 1 du Code pénal, qui stipule qu'il n'y a pas crime lorsque le discernement de l'accusé était aboli au moment des faits. Pour le docteur Tirode, au contraire, Éric Zago était responsable de ses actes et il doit donc être jugé. Ce sujet n'est pas dans le délire. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, il souhaitait doser sa punition, puisqu'il nous dira « Je ne souhaitais pas le tuer, mais le punir en le blessant ». Donc je crois que tous ces éléments montrent que on pourrait être beaucoup plus que cela dans le délire. Donc, si on pouvait être beaucoup plus que cela dans le délire, c'est qu'on ne l'est pas totalement quand ce sujet agit et quand nous l'examinons. Et c'est pour cela que, de notre point de vue, il n'était pas question de considérer ce sujet comme étant dans un état d'aliénation mentale globale, mais comme étant partiellement altéré par tout ce que nous venons de dire, mais par ailleurs, lucide quant au passage à l'acte, puisqu'il l'a fait en pleine conscience des conséquences de son acte. Le délire paranoïaque, à partir de cette idée de départ fausse, va se dérouler avec une apparence de rigueur. C'est-à-dire que le développement du délire est cohérent. Ce qui n'est pas cohérent, c'est l'idée de départ et les conséquences qu'elle a, mais le délire lui-même est très cohérent.
Écoutez, là, j'avoue que je suis un peu fatiguée, que je suis un peu découragée, parce que la querelle d'experts m'a semblé quelque chose d'insurmontable. Je ne vois pas comment les jurés vont s'en sortir avec ça. Les experts sont censés porter la science, enfin, censés donner un éclairage, justement, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'éclairage du tout. Et j'ose espérer que les jurés auront du bon sens, qu'ils vont juger avec bon sens. Et soit on le considère vraiment comme un malade, et à ce moment-là, personne ne va être satisfait de la décision qui sera rendue. Soit il n'est pas malade, et à ce moment-là, il mérite une lourde peine, parce qu'à ce moment-là, vraiment, il a mûrement réfléchi son acte, bien préparé, et il sait parfaitement ce qu'il a fait. Et je constate quand même qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il veut assumer son acte. Il veut l'assumer, il voudrait être condamné, si j'ai bien compris. Et c'est vrai qu'il a un raisonnement assez intelligent, puisque lorsque la présidente lui a posé la question de savoir ce qu'il pensait des dépositions des experts, il a clairement dit « Moi, j'estime que mon discernement n'était pas aboli, mais qu'il était influencé par ce que j'ai vécu, par les problèmes que j'ai eus avec mon père. » Voilà. Donc c'est tout à fait lucidement qu'il répond. Et finalement, je me demande si ce ne serait pas ça une bonne justice, si ce n'est pas ça le bon sens, si ce n'est pas finalement de le suivre dans son raisonnement. Donc le déclarer coupable, et puis de toute façon le soigner, parce qu'il a besoin de soins encore une fois. La question de la responsabilité pénale, c'est la troisième clé de l'affaire Zago. C'est elle qui va décider de l'issue du procès. S'il est irresponsable, Éric Zago doit être acquitté pour être interné. En revanche, s'il est responsable, il doit être jugé et condamné. Cette dernière journée débute par un coup de théâtre. À la présidente de la Cour, qui souhaite poser durant le délibéré la question de son irresponsabilité, Éric Zago oppose un refus obstiné malgré les pressions de ses proches. Il interdit même à ses avocats de plaider la folie. Ce qu'il a peur, il a plus peur de la médecine que de la justice. C'est un comportement effectivement particulier. De certains diront c'est l'absolutisme du libre arbitre. Et d'autres diront c'est le profil peut-être de la maladie. C'est peut-être sa maladie qui l'entraîne dans ce raisonnement-là. À quelques heures du verdict, chacun fourbit ses arguments en fonction de la nouvelle attitude de l'accusé. Les proches d'Éric Zago sont inquiets. Ils savent qu'en refusant l'idée même de folie, il risque de se condamner lui-même à une forte peine de prison. Plaidant au nom de la partie civile, maître Hélène Blanc estime qu'Éric Zago avait le libre choix de ses actes. Elle réclame une condamnation. Moi, j'ai voulu essayer de faire comprendre quand même que c'était quelqu'un qui avait préparé son acte, et que même s'il exprimait une idée complètement farfelue et même délirante, comme disaient les experts, il avait quand même tout à fait conscience de ce qu'il faisait et qu'il avait voulu tuer. Et je ne crois pas une seconde lorsqu'il dit qu'il voulait simplement faire mal. C'est complètement stupide. Même un démon, ça ne tient pas la route. Je pense que ce type-là est assez intelligent. Je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il dit. Et qu'il a su avoir quelques répliques sur des interventions, des auditions de PV qui étaient tout à fait lucides et justifiées. Et donc, non, je pense que c'est quelqu'un qui sait se défendre, justement. Donc, il a compris son procès, donc il comprend ce qui se passe, donc il est accessible à une sanction pénale. Au nom de l'accusation, l'avocat général soutient qu'en tuant Guy Pourriel, Éric Zago a fait montre d'une volonté criminelle qui écarte de fait toute abolition de son discernement. Elle réclame contre l'accusé 11 ans de réclusion criminelle. Je m'attendais à beaucoup plus que ça. J'ai l'impression que c'est un peu trop facile. Mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? 11 ans, on va lui lever 2 ans. Il va faire 9 ans. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Ans, c'est... En tout cas, ma cliente n'a pas compris. On a vu sa réaction d'ailleurs à l'audience.
Elle a été un peu effondrée, surtout sa fille. Bon, 11 ans, oui, pourquoi pas. Il va probablement prendre moins, ou alors même peut-être, on ne sait jamais, il peut être acquitté, ce qui serait quand même choquant. Dans une plaidoirie volontairement réduite à moins d'une demi-heure, Maître Christian Bonenfant prend acte de la volonté de son client d'assumer ses actes. Mais il demande au juré de s'interroger soigneusement, car, conclut-il, on ne tire pas sur une ambulance. J'ai choisi de ne pas plaider l'irresponsabilité ou la folie parce que Éric Zago me l'a demandé expressément. Dès l'instant où je suis nécessairement solidaire de la décision de mon client, je refuse de penser. Je fais ce que je peux. Les jurés ont le sentiment d'être tombés dans un piège. Éric Zago reconnaît avoir commis un assassinat et souhaite en assumer les conséquences. Mais 2 expertises psychiatriques sur 3 concluent à l'abolition de son discernement. La Cour est pourtant privée de ce choix de l'irresponsabilité pénale. Seules 2 solutions semblent alors pouvoir s'offrir aux jurés. Condamner à une peine de réclusion un accusé qui a manifestement besoin de soins, l'acquitter sans avoir la certitude d'un internement psychiatrique contraignant. Vous pouvez rien, je sais, moi non plus. Je suis vraiment de courage pour aller jusqu'au bout. Et ma fille, elle ne peut plus. Elle est enceinte, Chantal, elle ne peut plus supporter ça. Mais je le comprends, mais ça lui fait du mal. J'aimerais pas vous dire des choses. Il faut essayer d'avoir du courage. Parce que vous, toute votre vie, vous allez avoir un fils comme assassin. Et un petit garçon qui va avoir un papa comme assassin. Et ça, c'est... Moi, j'ai perdu mon mari, j'ai tout perdu. Mais je le sais, madame. Vous avez une part de peine aussi. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi aussi, je vous plains de tout mon cœur. Moi aussi. On va essayer de tenir le proche. Bien. Comment on fait pour aller jusqu'à l'acquittement? Je dis non, l'acquittement il n'est pas sollicité pour ce que vous pensez. C'est justement par rapport à ce que vous collez l'intention. Vous avez dit que vous avez pas eu l'intention de me tuer. C'est toi qui étais content. Qu'est-ce que vous lui avez dit à Mme Poirier tout à l'heure? Je lui ai dit, écoutez, madame, je me mets à votre place, je comprends le retour avec tout. Elle m'a dit, oui, elle me dit, maman, je me mets à la vôtre, mais vous savez, vous avez un fils. Pour vous, ça sera Dieu parce que c'est un assassin. C'est une victime, elle aussi. Mais bon, quelque part, il y a quand même un abandon dans les enfants. Moi, j'ai qu'un enfant, mais jamais de la vie, j'aurais pu abandonner ma fille si elle avait eu des problèmes. Jamais, jamais. Ça ne s'abandonne pas, un enfant. Après plus de 5 heures de délibéré, l'audience reprend. À la question, l'accusé Éric Zago est-il coupable d'avoir à Carpentras, le 11 décembre 2003, volontairement exercé des violences sur la personne de Guy Courriel? La réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins.
À la question Éric Zago avait-il l'intention de donner la mort à Guy Pourriel? La réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence, sans désemparer, la Cour et le jury condamnent à la majorité absolue l'accusé Éric Zago à la peine de 2 années d'emprisonnement. Je tiens à préciser que dès l'audience criminelle levée, les formalités pour une hospitalisation d'office de M. Zago seront organisées à mon initiative. M. Zago, vous disposez d'un délai de 10 jours pour interjeter appel de cette décision. L'audience criminelle est levée. Le verdict a surpris et désarçonné les protagonistes du procès. Éric Zago est condamné à 2 ans de prison, la présidente de la Cour décidant en outre de demander son hospitalisation d'office en milieu psychiatrique. En fait, pour contourner la question de l'irresponsabilité pénale, la Cour d'assises a choisi une peine minimale accompagnée d'une demande d'internement administratif. Le parquet général ayant fait appel de la décision de la Cour d'assises d'Avignon, Éric Zago sera rejugé dans une autre cour d'assises. Il est donc toujours présumé innocent.